Ah ouais? Eh ben pas moi. Moi, c'est mon format préféré. Eh bien, j'en suis ravi, Tex Eric. Le problème, c'est que tu es bien le seul. En moyenne, en dehors de celle avec Bruce sur la miniature, les FAQ du doublage dépassent rarement les 30 000 vues, ce qui est bien, mais pas top. Ce qui confirme mon intuition, vous préférez les formats longs. J'en veux pour preuve que le format long Tout savoir sur le doublage que j'ai sorti fin 2021 et qui n'est qu'une compilation des précédentes FAQ du doublage a fait plus de vues que les dites FAQ du doublage. J'ai néanmoins décidé de tourner 2 nouvelles FAQ du doublage, histoire de voir si le format vous plaît à nouveau, et si c'est le cas, peut-être que je relancerai une vraie fournée. Et du coup, au cas où, je vais avoir besoin de nouvelles questions, donc n'hésitez pas à en poser en commentaire en utilisant le hashtag FDD, c'est important pour que je puisse bien les retrouver derrière. Allez, cette intro a suffisamment duré, entamons dès maintenant la 24e FAQ du doublage. Bon, du coup, ce sont parfois des questions qui datent un petit peu, donc les avatars et les pseudos des tweetos auront peut-être changé. Florestan V me demande comment se passe le mixage des versions son spatialisées. Enfin, j'imagine vu la formulation. Est-ce que tout est déjà prévu dans la version internationale ou est-ce à la charge du client? Pour ceux qui ne voient pas de quoi parle Florestan V, la plupart des films disponibles en DVD, Blu-ray et même sur certaines plateformes de VOD disposent de pistes sonores en 5.1 voire 7.1. Ces chiffres correspondent au nombre d'enceintes et de caissons de basse dans lesquels le son du film est diffusé. 1.0 c'est un son monophonique, c'est celui qui sort de votre téléphone. 2.0 c'est stéréophonique, c'est un son à droite et un son à gauche, c'est des écouteurs, un casque, certaines barres de son. Et le 5.1 c'est 2 enceintes à gauche, 2 enceintes à droite, une enceinte centrale que vous voyez pas parce qu'elle est hors champ, donc en tout 5 enceintes. Et un caisson de basse, c'est le fameux point 1. Je préfère réexpliquer les bases au cas où. Du coup, au mixage, il peut être tentant quand un personnage se déplace de la gauche vers la droite, de faire en sorte que sa voix s'entende à gauche, puis à droite, qu'on entende le déplacement dans l'espace, on appelle ça la spatialisation. D'abord, mon cher Florestan, tu pourras constater en regardant à la loupe une version 5.1 ou 7.1 que, en VO comme en VF, la quasi-totalité des dialogues reste dans le canal central. He begged me, and I quote, "Keep that dirty..." Et c'est logique, c'est généralement l'enceinte la plus forte et ça permet de conserver les voix audibles quand on doit rétrograder vers du stéréo ou du mono. Par ailleurs, évidemment, les mixeurs français reçoivent des instructions concernant l'éventuelle spatialisation des voix à faire pour coller à la VO. Et quand ce n'est pas le cas, eh ben ils essaient de coller à la VO. Ils regardent ce qui a été fait sur les pistes originales et ils le reproduisent. Mais parfois, les studios américains ne font tellement pas confiance à nos mixeurs, qui sont pourtant pas moins bons que les leurs, qu'ils préfèrent rapatrier les dialogues enregistrés en France chez eux pour les mixer à leur sauce. Alors on pourrait se dire que c'est pas plus mal de confier ce boulot à ceux qui ont fait le film original. Sauf que la langue française et la langue anglaise ne se mixent pas de la même manière. Et quand on confie à quelqu'un qui sait pas, j'en ai déjà parlé, ça peut donner des résultats assez désastreux. Le côté obscur. Les Jedi. Jeddah Non. En parlant de son et de mixage, Gashomi et Bardojo nous demandent comment est fabriquée la fameuse VI, la version internationale, la bande son du film sans les voix. Ils évoquent notamment dans leurs questions les effets sonores qui surviennent en plein dialogue. Il faut comprendre que, mis à part de très rares cas, les pistes internationales sont fournies directement par le studio, par la production, qui a tout intérêt à ce que son film ou sa série soit diffusé à l'international. Donc ce sont les mixeurs de l'œuvre d'origine eux-mêmes qui exportent une version audio sans les dialogues et qui la confie aux différents pays qui veulent faire une version doublée. D'ailleurs, j'en profite pour répondre à Ruvi, non, les VI ne sont pas fabriqués a posteriori en retirant les voix avec une technologie alien sophistiquée. En réalité, c'est l'inverse, on confie au studio de doublage la bande sonore du film avant qu'on y ajoute les voix. Les studios de doublage ne travaillent pas tout seuls, ils récupèrent pas juste le film fini et se démerdent avec, ils travaillent de concert avec le studio d'origine. Vous posez la question des bruitages et notamment de ceux enregistrés pendant les dialogues, et c'est aussi l'occasion de rappeler quelque chose. Il y a aujourd'hui énormément de dialogues qui sont post-synchronisés et énormément de bruitages qui sont rebruités en studio, même en VO. Et oui, parce qu'il y a plein d'objets et d'actions qui font dans l'imaginaire collectif un bruit bien particulier, qui font pas du tout dans la vraie vie, ou de manière beaucoup moins forte. Si vous avez déjà vu une bagarre, vous savez qu'on n'entend quasiment pas les coups, qu'un truc qui s'enflamme ne fait pas un grand whoosh, que quand vous écrivez quelque chose, vous n'entendez pas votre stylo frotter la feuille, et que quand un truc tombe par terre, ça fait généralement pas autant
autant de bruit que ça en fait dans les films. Donc on rebruite énormément en post-production. Pour illustrer avec une petite anecdote, j'ai réalisé il y a quelques années un court-métrage où quelqu'un allumait un briquet, et ben malgré la bonne prise son qu'on avait sur le tournage, il a fallu rebruiter parce que ça marchait pas du tout avec le son naturel du briquet. Maintenant il est vrai qu'il y a quand même des bruitages captés en même temps que la voix. Et ces bruitages, ils sont tout simplement rebruités, soit par la production de la voix originale, soit directement par le studio français. Pour donner un exemple très concret, on a récemment redoublé avec Emmanuel Curtil, peut-être vous l'avez vu, un deepfake du film Shining avec le visage de Jim Carrey. T'est-il arrivé de songer un moment dans ta vie à mes propres responsabilités? T'est-il arrivé de réfléchir ne fût-ce qu'un seul, un tout petit moment, à toutes mes responsabilités envers mes employeurs? Bon bah pour créer l'AVI, en plus des musiques et des accents sonores récupérés grâce au mixage 5.1 du film, comme je le disais, les voix sont souvent sur la piste centrale, notre mixeur, Mike Lo Cicero, a parfois récupéré les bruitages de l'AVO quand ils étaient isolés, comme ici le papier ou la chute dans les escaliers. En revanche, pour les passages où Jack fait frotter sa veste et tape dans ses mains en s'énervant, eh bien ça a dû être rebruité en reproduisant la réverbération d'origine, et le résultat a été au-delà de mes espérances. Eh, c'est un métier, hein. Guillaume Tixier demande, est-ce que les réalisateurs français qui tournent à l'étranger s'intéressent au doublage français de leurs films? Alors la question date un peu, mais elle est bizarrement revenue sur le devant de la scène avec la sortie de Fast and Furious 10. C'est la première fois que je vois le film en français et ça me fait mets ta ceinture, c'est quand même une catastrophe. Hein. Essayez d'aller le voir en anglais, s'il vous plaît. En tout cas, c'est une catastrophe. Gros connard, va! Qu'est-ce qui t'empêchait de t'intéresser au doublage français du film que tu réalises, hein? Tu trouves les dialogues débiles? C'est ceux de ton film, mec! Simplement, tu te rends compte qu'ils sont débiles que dans ta langue maternelle. Bon, on se calme. On reprend. J'ai eu l'occasion, à travers différents festivals, de poser la question directement à différents réalisateurs. Xavier Jans, Fabrice Duvelt et même Louis Leterrier avant qu'il ramène sa grande gueule de connard sur Click TV. Et globalement, ils s'en foutent. Pas vraiment par mépris pour la pratique, mais simplement par désintérêt ou pour des questions d'emploi du temps. Louis Leterrier, justement, expliquait en interview en 2015 qu'il avait eu l'occasion de s'en occuper à l'époque où il travaillait encore en France, quand il sortait des Bessonneries comme Danny the Dog ou Le Transporteur. Quand je travaillais avec Luc Besson, puisque tout était fait ici, je surveillais même c'est moi qui dirigeais les versions françaises. Ouais. Mais depuis que je suis aux États-Unis, c'est trop difficile parce qu'on doit faire tout, la version allemande, etc. Mais la version française, pour moi, c'était important quand je vis en France, mais maintenant c'est un peu compliqué. Xavier Jans et Fabrice Duvelt, eux, m'ont expliqué qu'ils pensaient leur film dans la langue de leur production. Ils réalisent leur œuvre, qui est pensée en VO, si j'ose dire, et ce qu'elle devient après n'est plus vraiment de leur ressort. Bon, après, ils sont pas représentatifs de tous les réalisateurs français expatriés. Certains s'intéressent au doublage de leurs films et le dirigent parfois eux-mêmes, et c'est aussi le cas pour des réalisateurs pas forcément français, mais francophones. Par exemple, Sergio Leone, qui avait dirigé le doublage de Il était une fois la Révolution. Mais ce qui arrive assez souvent, c'est que les réalisateurs français aient leur homme de confiance. Quelqu'un qu'ils suggèrent, voire qu'ils imposent pour la direction artistique de leur film. Luc Besson, par exemple, a fait doubler tous ses films anglophones des années 90 par Hervé Ikovic et uniquement Hervé Ikovic. Plus récemment, Alexandre Aja a confié la grande majorité de ses films anglophones à Marc Saez, en qui il a confiance depuis Mirrors. Donc non, généralement, il s'y intéresse pas vraiment. Mais bon, je me dis que la vie d'un réalisateur en pleine post-production de son film doit être suffisamment mouvementée pour avoir en plus à s'occuper de ça. Ce qui devrait pas l'empêcher, en théorie, d'avoir du respect pour les gens dont c'est le métier. En tout cas, c'est une catastrophe. Adrien Maillard demande comment on devient DA et comment on devient adaptateur. Alors, adaptateur, j'ai déjà eu l'occasion d'y répondre dans une autre vidéo, mais c'est vrai que directeur ou directrice artistique, DA, c'est compliqué. Être DA, c'est choisir les comédiens à qui faire passer des essais. Donc ça demande de connaître des gens du métier, de savoir ce qu'ils valent, de savoir ce dont ils sont capables pour ne pas avoir de mauvaises surprises sur un plateau. Mais ça demande aussi d'avoir un gros carnet d'adresses. Bon, on demande pas au DA d'avoir tous les numéros perso de tout le métier dans son téléphone. Simplement de savoir qui contacter et comment quand on en a besoin. Être DA, ça demande de savoir diriger des acteurs. Donc on cherche généralement quelqu'un qui a suffisamment d'autorité pour le faire, qui a assez d'exigence pour savoir quand demander à refaire la prise, qui connaît les mots pour diriger des acteurs, le mieux étant un acteur lui-même ou un metteur en scène. Être DA, c'est aussi connaître le fonctionnement du monde du doublage, sa technique, les mots à employer, comment bien se faire comprendre quand on a des instructions très précises à transmettre. Mais surtout, être DA, c'est pouvoir porter un projet de doublage à bout
bout de bras. Il faut être bien organisé, savoir structurer ce qu'on fait, supporter la pression d'un peu tout le monde, les retards imprévus, les studios en dérangement. Il faut une grande force d'esprit. Tu l'auras compris, on ne devient pas DA comme ça. Il faut connaître le métier et être quelqu'un de solide. D'autant plus que, et ça c'est le petit point bonus, être DA c'est aussi avoir suffisamment de résilience pour encaisser les ordres des Michel au-dessus de vous qui, encore une fois, prendront parfois des décisions en dépit du bon sens. Alors vous devrez serrer les dents et accepter ces choix absurdes. Et ça, c'est sans doute une des difficultés sous-estimées de ce poste. Voilà, merci d'avoir regardé cette 24e FAQ du doublage. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires si vous désirez voir le retour de ce format. Donnez vos retours, vos impressions, vos envies, vos réactions, bref, exprimez-vous, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, c'est important, que ce soit sur Tipeee, sur KissKissBankBank ou sur Ko-fi. Je suis désolé, Utip a fermé. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!